Bonjour à tous, soyez les bienvenus en gare de Danne-Camier. En cette fin d'après-midi, nous venons d'effectuer la PC, préparation courante, de notre locomotive BB 75100 sur les voies de service de la gare. Alors que passe sur voie 1 le train Paris-Calais assuré en unités multiples de Régiolis, nous sommes autorisés, par l'agent de desserte qui nous accompagne, à nous mettre en marche en direction d'un embranchement particulier afin de récupérer notre rame. Nous circulons en marche en manœuvre, la vitesse est limitée à 30 km/h. L'embranchement se situe quelques centaines de mètres au nord de la gare en direction de Boulogne. La rame que nous allons chercher est arrivée vide, ce matin même, depuis le triage de Vaires-sur-Marne. La livraison d'un train sur cet embranchement ne peut se faire que depuis la voie 2. Le train, en provenance de la région parisienne, est donc passé sur voie 1 sans arrêt, a continué sa route jusqu'à Boulogne, 20 km plus au nord, afin de faire un tête-à-queue et revenir par la voie 2. Normalement implanté à gauche, ce carré violet, au feu blanc, nous concerne puisqu'il est muni d'une flèche. Son ouverture nous autorise à poursuivre notre mouvement de manœuvre. Cette traversée a donc été utilisée ce matin pour réceptionner le train vide depuis Boulogne. L'agent de desserte nous rejoint en cabine. C'est lui qui sera en charge d'effectuer les opérations de sécurité avant le départ du train. C'est bon conducteur, tu peux tirer en direction de l'usine. Cette usine, dont nous voyons les silos au loin, est la cimenterie du groupe Equiom. Fondée en 1881, soit seulement 40 ans après l'ouverture de la voie ferrée, elle portait au départ le nom des Ciments Portland de Danne. Son fondateur, Henri Cuvelier-Charvet, découvrit à Danne un important gisement de marne, de haute qualité, essentiel pour la production de ciment. Il obtint, auprès de la Compagnie des chemins de fer du Nord, l'ouverture de la gare de Danne-Camier et le raccordement de l'usine au rail. À l'origine, pour le processus de fabrication du ciment, l'usine était dotée de 12 fours qu'il fallait alimenter en charbon par train depuis Boulogne. Pour procéder aux manœuvres des wagons de charbon sur le site, l'usine fait appel à un fabricant de locomotives belge et commande d'abord une locomotive de manœuvre, 020, Cockerill de type 3. En 1926, une seconde locomotive, plus puissante, arrive sur le site pour épauler la première. Il s'agira d'une 020 Cockerill de type 5, numérotée 3157 et dénommée plus couramment Couronne 18. Arrêt au droit de cette pancarte qui marque le début de l'embranchement particulier. Après accord de l'agent de desserte, reprise de la marche sans dépasser 6 km/h, la vitesse classique des voies privées. Cette classe 66 de l'entreprise DB Cargo France assure un train de granulats en provenance de la carrière de la Vallée Heureuse, implantée à proximité de la gare de Marquise-Rinxan, située entre Boulogne et Calais. Il est à destination du dépôt Lafarge de Longueuil-Sainte-Marie dans l'Oise. Nous arrivons sur le faisceau d'échange de l'usine. Ce matin, la rame vide a été livrée sur la voie de gauche. Après avoir été chargée de ciment directement par le client, équipée d'une locomotive de manœuvre, nous allons procéder à la mise en tête sur la rame chargée à droite.
L'agent de desserte s'est assuré, quelques instants plus tôt, de l'immobilisation du train et a procédé à la rate reconnaissance de l'aptitude au transport. Cette opération consiste à vérifier que tous les wagons sont aptes à circuler sur le réseau ferré national. Après accostage sur le train, nous allons effectuer un essai de frein complet. Il s'agit d'obtenir la double assurance que tous les freins fonctionnent au serrage et au desserrage, et que la continuité de la conduite générale est bien assurée. Cette opération, en fonction du nombre de wagons, peut prendre une vingtaine de minutes. Pendant l'essai de frein, faisons un retour dans le passé pour parler plus précisément de cette locomotive Couronne 18. D'une masse totale de 25 tonnes, elle pouvait remorquer des trains de 700 tonnes au sein de l'usine avec de faibles rayons de courbure. Avec sa petite sœur, la Type 3, elles ont opéré les manœuvres jusqu'en 70, où elles furent remplacées par un locotracteur diesel. La Type 3 a été sauvegardée en 73 par l'Ajecta dans le musée de Longueville, où elle est toujours en état de marche. La Type 5 sera érigée en monument dans l'usine en 1992, à proximité d'un voussoir du tunnel sous la Manche. C'est alors qu'en 2017, des démarches sont entamées par le CFTVA, chemin de fer touristique de la vallée de l'Aa, pour restaurer et redonner vie à cette locomotive ayant subi les affres du temps. En 2021, elle sera transportée sur le site de l'association situé à Arques, sur la ligne reliant Saint-Omer à Limbre, afin d'y être restaurée. Les travaux, d'un coût total estimé de plus de 300 000 €, sont toujours en cours. La restauration de la coquerille est menée comme un véritable chantier école. Démontage, révision de la chaudière, réfection des organes mécaniques, le tout dans une ambiance conviviale entre bénévoles. Si vous souhaitez rejoindre le CFTVA pour aider à la préservation de ce patrimoine ferroviaire ou contribuer financièrement à ce projet, vous trouverez en description tous les liens utiles. L'essai de frein complet est maintenant terminé. Dans un premier temps, nous allons ramener cette rame de ciment chargée en gare de Danne-Camier. Allez conducteur, j'ai eu l'autorisation du poste, tu peux tirer. Ça sera 6 km/h jusqu'à la sortie de l'embranchement. Depuis son ouverture en 1883, toutes les étapes de la fabrication du ciment étaient réalisées sur place dans l'usine, grâce à d'imposants fours permettant la production de clinker. Le clinker est obtenu en chauffant à 1450 degrés des produits de carrière comme le calcaire, l'argile ou la marne. Une fois chauffé, il est refroidi et broyé très finement avec d'autres adjuvants comme du gypse afin d'obtenir le ciment final. Suite à une baisse de la production mondiale de ciment, en 2013, les fours de l'usine ont été arrêtés. L'usine continue malgré tout d'opérer comme un centre de broyage. Elle importe du clinker, notamment depuis le site de Limbre, situé à une cinquantaine de kilomètres, qu'elle broie avec de la marne pour obtenir du ciment fini. C'est donc 24 wagons chargés de ciment, totalisant une masse brute de 2100 tonnes, qui partent aujourd'hui de l'usine. Ils vont rejoindre le site Equium de Vers-sur-Marne, en région parisienne. Le ciment y sera stocké pour être vendu ou transformé en béton prêt à l'emploi, destiné aux chantiers à proximité. Nous sortons de l'embranchement particulier. La vitesse reste limitée à 6 jusqu'au dégagement du dernier wagon.
À droite, ce sont les installations qui permettent de manœuvrer les aiguillages pour la réception des trains sur les voies de service et la livraison des rames dans l'usine. Au sens de la sécurité des circulations, la gare de Dancamier est une gare temporaire. En dehors des périodes de desserte terminale, le poste d'aiguillage situé en gare est fermé. Les signaux sont laissés ouverts et assurent l'espacement des trains. La gare est alors considérée comme un établissement de pleine ligne. Dans le cadre de notre mission du jour, un agent circulation occupe le poste d'aiguillage durant toute la desserte. Arrêt au droit de ce chevron pointant haut, qui marque l'extrémité du faisceau de voies convergentes. Comme le veut la formule consacrée, nous sommes maintenant prêts à accéder au réseau. Après avoir tracé les installations en sortie de faisceau, l'agent de desserte a obtenu l'accord de l'agent circulation du poste de Dancamier pour nous expédier en ligne, à l'heure exacte. Départ. Si la voie 2, que nous nous apprêtons à rejoindre, est protégée par un carré avant la gare, vous pourrez remarquer qu'aucun signal ne commande la sortie de ce faisceau. Nous allons donc circuler en marche à vue jusqu'au franchissement du prochain signal. Cette marche à vue nous impose de nous avancer avec prudence, en étant capable de nous arrêter avant un signal d'arrêt, une queue de train ou un obstacle, sans dépasser la vitesse de 30 km/h. Au dégagement de cet appareil de voie pris en position déviée, il sera remis en position directe pour la voie 2 par l'agent de desserte. La gare de Dancamier cessera le service de la circulation et redeviendra un établissement de pleine ligne jusqu'à la prochaine livraison.
Le profil en pente nous oblige à freiner pour respecter la vitesse maximale de 30 km/h en marche à vue. C'est le conducteur qui détermine, en fonction du profil, de la visibilité et des conditions climatiques, la vitesse à adopter. Dans notre cas, les conditions sont très favorables pour détecter une potentielle queue de train arrêtée devant nous ou un signal fermé. Au franchissement de ce signal F 232,4, nous sommes libérés de la marche à vue. Les voies de service sont bien dégagées par le dernier véhicule de notre train. Nous pouvons désormais circuler à la vitesse limite de la ligne pour les trains de la catégorie MA100, à savoir 100 km/h. Notre locomotive du jour, la BB 75113, déploie maintenant la pleine puissance de ses 2000 kW pour mettre en vitesse notre lourd convoi, heureusement aidé par un profil favorable. Les BB 75100 font partie d'une sous-série de 33 locomotives interopérables équipées pour la circulation en Allemagne. Pour respecter les normes européennes, la durée de la veille automatique, habituellement aux alentours d'1 minute, a été réduite à 30 secondes. C'est pourquoi vous devriez l'entendre sonner assez régulièrement.
Sur le chemin d'Étaples, nous traversons un site classé, la réserve naturelle nationale de la baie de Canche. D'une surface de 500 hectares, elle abrite une biodiversité animale et végétale remarquable. TIV à distance 110 de forme carrée, nous ne sommes évidemment pas concernés par cette limitation de vitesse compte tenu de notre catégorie de circulation. Si le signal d'entrée nous avait présenté du rappel de ralentissement 30, nous aurions été dirigés à gauche de la gare vers les voies 5 et 6 qui donnent accès à la ligne en direction de Saint-Paul-sur-Ternoise. Kilomètre 226,3, gare d'Étaples le Touquet, que nous franchissons avec presque 3 minutes de retard. À gauche, la voie unique de 60 km en direction de Saint-Paul-sur-Ternoise, toujours ouverte au service voyageurs. Pancarte R qui libère de la limitation à 110 pour la traversée de la gare. C'est par ce viaduc de 114 mètres que nous traversons la Canche, fleuve côtier d'une centaine de kilomètres qui se jette dans la Manche toute proche. En étant attentif, à droite, vous pouvez observer un signal mécanique. Il est le vestige de l'embranchement qui menait à l'aéroport du Touquet. À partir de 1956, la Société nationale des chemins de fer crée une liaison entre Paris et Londres, combinant le train et l'avion, dénommée la Flèche d'Argent. Les voyageurs prenaient alors place dans un autorail au départ de la gare du Nord pour arriver directement sur le tarmac de l'aéroport du Touquet. Ils poursuivaient ensuite leur trajet en avion jusqu'à Londres-Gatwick avant de finir le parcours à nouveau par le rail. Différents parcours se sont succédés durant la période d'exploitation de la Flèche d'Argent. À son apogée dans les années 70, les deux capitales étaient reliées 3 fois par jour en moins de 4 heures grâce à des rames à grand parcours RGP. Le service de la Flèche d'Argent sera supprimé en 1980 face à la concurrence du trafic aérien direct depuis Paris proposant des tarifs plus attractifs.
Le retard de 3 minutes observé au passage en gare d'Étaples est dû à notre locomotive. En effet, sur notre marche, la locomotive de prévu est une BB 75 400, plus puissante, qui permet une montée en vitesse plus rapide que notre BB 75 100. Avant le départ, le régulateur de la ligne a été avisé de ce changement qui entraînerait une légère perte de temps. Nous allons nous efforcer de faire le trait, c'est-à-dire de rouler au plus proche de la vitesse limite afin de respecter l'horaire au maximum de nos capacités. Kilomètre 220, voici le bâtiment voyageur de l'ancienne gare de Saint-Josse. Longeant la côte d'Opale, le tracé de notre ligne va se montrer plutôt rectiligne sur les 30 prochains kilomètres. Le profil, rigoureusement plat, va nous aider à rouler au trait avec une consommation de gasoil raisonnable. Cette AGC Bimode B 82 500 est en charge d'un train TER Amiens-Calais, qu'il reliera en à peine 2 heures avec une desserte semi-directe.
Kilomètre 215, nous entrons en gare de Rang-du-Fliers-Verton. Plus que 2 minutes de retard. À gauche, sur cette voie en impasse, un AGC en attente de départ en W, c'est-à-dire à vide de voyageurs, vers Calais. Signal fin de caténaire qui nous indique qu'au-delà, la ligne n'est plus électrifiée. Suite à des travaux d'électrification en 2009, la section de ligne Boulogne Rang-du-Fliers a permis une augmentation de la capacité du trafic et la desserte de la gare par des TER-GV assurés en TGV vers Lille Europe et Paris Nord. La poursuite de l'électrification vers Amiens, longtemps souhaitée, n'est plus à l'ordre du jour faute de financement. En gare de Rang-du-Fliers, jusque dans les années 50, vous pouviez effectuer une correspondance vers Berck-Plage grâce à une ligne à voie métrique d'une centaine de kilomètres en provenance d'Aire-sur-la-Lys, exploitée durant plus de 60 ans. Kilomètre 209, ancienne gare de Conchil-le-Temple, dont le bâtiment voyageur, à gauche, est masqué par la végétation. Les voies de service, à gauche, permettent la desserte de l'usine Hémofer, d'où partent des trains complets de traverses en béton. Ce signal est muni d'une plaque de repérage PR. Il nous indique
que nous pénétrons dans un canton de BAPR, bloc automatique à permissivité restreinte. Un des seuls restant sur cette ligne, la grande majorité du parcours étant équipé en BAL, bloc automatique lumineux. En passant sur ce pont, nous franchissons l'Authie, un fleuve côtier de 110 km qui se jette dans la Manche. Il marque également la limite départementale entre le Pas-de-Calais, que nous quittons, et la Somme, où Amiens, la préfecture, nous attend au terme de notre parcours. Pancarte S qui nous impose de siffler, de jour comme de nuit, en vue du franchissement de ce passage à niveau démuni de barrières. Kilomètre 204, l'ancienne gare de Caen, Fort-Mahon. Vestige de l'essor touristique de la fin du XIXe siècle, fut exploité au départ de cette gare un tramway à vapeur, à voie étroite de 60 cm, nommé tramway du Marcanterre. Construit par la société immobilière de Saint-Quentin-Plage, il permettait de relier la ligne principale jusqu'à Caen-Plage et Fort-Mahon-Plage de 1900 à 1934, avec une interruption pendant la Première Guerre mondiale. Le trajet de 13 km était effectué en 40 minutes à l'aide de locomotives Decaueville 040T et 042T, tractant de petites voitures voyageurs et des wagonnets à travers les dunes. Ce signal de forme circulaire n'est pas un signal de cantonnement, c'est un signal d'annonce. Il nous donne l'état du prochain signal. En l'occurrence, il nous présente le feu vert, le prochain signal annoncé est donc ouvert.
Kilomètre 199, passage en gare de rue, où vous constaterez que notre retard est maintenant résorbé. Le signal de sortie est bien ouvert comme annoncé précédemment. Il est lui aussi muni d'une plaque PR. Nous pénétrons dans un nouveau canton de BAPR. La libération du canton précédent sera effective lorsque le système de comptage d'essieux aura détecté qu'autant d'essieux sont sortis du canton dans lequel le train était entré. Avant les travaux effectués en 2009, la ligne était autrefois une des dernières à être exploitée en bloc manuel Lartigue, dont nous avons parlé longuement sur la vidéo reliant Beauvais au Tréport. Le sémaphore Lartigue, qui équipait la gare de rue, a été conservé par la Cité du Train à Mulhouse. Affluent du Dien, dont nous allons bientôt croiser la route, passage sur le canal de la Maille. Implantée au passage à niveau 102, voici l'ancienne gare de Pontoise-Romaine, fermée dans les années 60. Nouveau panneau de forme circulaire, nous approchons de la fin de ce canton de BAPR. Pontoise était le terminus d'une ligne dont nous avons également parlé dans notre virée vers le Tréport.
la ligne des 100 jours qui prenait son origine en gare de Feuquières-Broquier. 91 km construits en un temps record, 105 jours entre mai et août 1918 pour soutenir les efforts de guerre. Avec jusqu'à 100 trains militaires par jour, cette ligne fut un pilier logistique du front de la Somme. Déclassée dès la paix revenue, elle disparut en 1920, mais reste un témoin fort de la capacité d'ingénierie et de mobilisation de l'époque. Le carré d'entrée de Noyelles est ouvert. Plus de plaque PR, nous repassons en BAL. Au kilomètre 189, nous entrons en gare de Noyelles-sur-Mer, où la ligne Paris-Boulogne côtoie le réseau à voie métrique du chemin de fer de la baie de Somme. À droite, cette magnifique locomotive Pingli 101 de type 030T, construite à Lyon en 1905, marque un arrêt en gare pour effectuer son tête-à-queue. À droite, en bout de quai, vous observerez cet ancien sémaphore Lartigue, mis hors service en décembre 2011 lors de la mise en place du BAPR. Le CFBS, géré par une association de passionnés, exploite un réseau à voie métrique de 27 km au cœur de la baie de Somme, entre Le Crotoy, Saint-Valery-sur-Somme et Cayeux-sur-Mer, depuis 1970. Avec un parc de matériel très important, pour la plupart classés monuments historiques, c'est avec pas moins de 6 locomotives à vapeur, en parfait état de marche, que vous pourrez découvrir le patrimoine des bains de mer à bord de magnifiques rames historiques.
Fermée au trafic voyageurs, voici l'ancienne gare de Port-le-Grand implantée au kilomètre 183,5. Passage sous les premiers kilomètres de l'autoroute A28 qui relie Abbeville à Tours. Coupure rapide de la traction et freinage à la vue de cet avertissement. Circulant à la vitesse limite et n'ayant pas pu décélérer avant le franchissement de cet avertissement, le freinage se rapproche d'un freinage d'urgence, comme le prévoit la réglementation. Sur les trains de marchandises, afin de limiter les réactions entre des wagons au freinage hétérogène, le temps de mise en action du frein est allongé par rapport aux trains de voyageurs. De la même manière, le temps de desserrage est lui aussi supérieur. C'est pourquoi, après ce gros freinage, nous allons être obligés de nous arrêter puisque la rame n'est pas encore desserrée. Pour rester poli, dans le jargon ferroviaire, cela s'appelle couramment « planter un chou ».
Cette situation est courante et ne pose pas de problème de sécurité. Il suffit d'attendre le desserrage complet pour reprendre sa marche. Cependant, cet arrêt imprévu va nous imposer d'observer la marche à vue jusqu'au signal commandant l'entrée du canton suivant. Il s'agit de la règle dite de l'arrêt accidentel. Cet AGC assurant la liaison Amiens-Boulogne vient d'effectuer son arrêt commercial en gare d'Abbeville. Son passage n'est peut-être pas sans lien avec les signaux fermés que nous rencontrons. Kilomètre 176,5, autrefois pont tournant pour le passage des bateaux, nous franchissons le canal maritime d'Abbeville à Saint-Valery via le pont de Boulogne. Bien qu'elle soit canalisée jusqu'à son estuaire, c'est bien la Somme que nous venons de franchir péniblement. Le signal d'entrée d'Abbeville est maintenant ouvert au rappel de ralentissement 30. Nous devrons respecter la vitesse de 30 km/h au chevron pointe en bas, repérant l'aiguillage à prendre en déviation. Le franchissement de ce signal nous libère également de la marche à vue imposée par notre arrêt accidentel. Nous comprenons maintenant pourquoi cet avertissement nous était présenté. Le bref cisaillement de la voie 1 ne pouvait se faire qu'au dégagement du TER que nous avons croisé. À droite, la ligne à voie unique de 34 km en provenance du Tréport dont le trafic est suspendu depuis le 27 mai 2018. Sa réouverture, nécessitant des travaux estimés à 140 millions d'euros, n'est à ce jour pas encore actée. TIV à distance 30 qui nous rappelle la vitesse limite sur cette voie déviée.
À quai, le long de la voie 2, le poste 2. À gauche, sur voie 5, 2 rames AGC en stationnement pour la nuit, après avoir assuré des missions en provenance d'Albert et d'Amiens. Elles assureront les premiers trains omnibus demain matin. Ce passage par la voie 7 n'était pas prévu à notre marche. Déjà 5 minutes de retard, sans compter la remise en vitesse à la sortie de la gare. Inauguré en 1862 par la Compagnie du Nord, l'actuel bâtiment voyageur de la gare d'Abbeville, construit en ossature bois avec un parement de briques rouges, s'inspire des villas balnéaires de Mers-les-Bains. Classée monument historique en 1984, elle est souvent citée comme l'une des gares les plus élégantes de France. Ce TIV 30, implanté sur ce signal à voie libre, nous impose de respecter la vitesse de 30 km/h sur l'ensemble des aiguilles de sortie. Une fois la dernière aiguille dégagée, nous pourrons reprendre notre vitesse de 100 km/h. Sur ce pont circulaient autrefois 2 lignes distinctes. La première à voie normale, en direction de Lille, via Saint-Paul-sur-Ternoise et Béthune. Seul le tronçon Abbeville-Sainte-Paul a été fermé en 1994. Le reste de la ligne, entre Saint-Paul et Lille, étant toujours exploité. La seconde était une ligne à voie métrique de 30 et 1 km, reliant Abbeville à Dompierre, exploitée entre 1892 et 1947. Faisant partie du groupe des Bains de Mer, elle était exploitée par les chemins de fer départementaux de la Somme, concédés ensuite à la Société Générale des Chemins de Fer Économiques. Ce vaste réseau de voies ferrées d'intérêt local, à voie métrique, a été imaginé à partir des années 1880 par la Compagnie du Nord afin de compléter son réseau existant. À son apogée, ce maillage géographique comptait 329 km de lignes. Dernier omnibus de la journée, ce TER en provenance d'Amiens approche de son terminus, où il stationnera également pour la nuit.
Réduction du régime moteur car nous venons d'atteindre 100 km/h. Il nous aura fallu 8 km à la puissance maximale pour nous relancer. Le passage en gare de Pont-Rémy nous donne maintenant un retard de 8 minutes. Après un rapide calcul, il s'avère que ce passage en voie déviée en gare d'Abbeville, non prévu, aura engendré une surconsommation de près de 50 litres de gasoil, comparé à un passage sur la voie 2 à 100 km/h. Au kilomètre 163, nous retrouvons le joli bâtiment voyageur de l'ancienne gare de Fontaine-sur-Somme. Kilomètre 160,3, nouveau quai privé de voyageurs, il s'agit de l'ancienne gare de Lons-le-Catelet.
Kilomètre 158, gare de Lompré-les-Corsins. Ancienne gare de bifurcation, à droite du bâtiment voyageur actuel se trouvait un quai pour une ligne à voie unique en provenance de Longroy-Gamache, sur la ligne du Tréport, fermée au trafic voyageur depuis la Seconde Guerre mondiale. On distingue encore quelques rails de cette ligne sur la droite. La voie unique continuait alors le long de la voie 1, pour ensuite la traverser par un saut de mouton, et enfin rejoindre la gare de Canaples, son terminus. C'est par ce pont métallique que la voie en provenance de Longroy-Gamache traversait la ligne de Boulogne, en direction de Canaples. Kilomètre 150 et 1,7, gare d'Angeste-sur-Somme.
Ces rails disposés dans la voie permettent de stabiliser une zone qui serait propice à des mouvements de terrain. Ce pont nous permet d'enjamber un bras de la Somme, qui se sépare en deux le temps de traverser la ville de Piquigny. Implantée le long de l'écluse numéro 20 sur la Somme, voici la gare de Piquigny, au kilomètre 144,7. Petite particularité, depuis son ouverture en 1855, elle possède 2 bâtiments voyageurs se faisant face, un sur chaque quai. Et nous passons une nouvelle fois sur le même bras de la Somme qui reprend son cours. C'est un Régiolis qui est en charge du dernier train de la journée Paris-Boulogne, sur les traces de la Flèche d'Or. Si nous avons précédemment parlé de la Flèche d'Argent, avec la correspondance sur le tarmac de l'aéroport du Touquet, le train emblématique de cette ligne restera à jamais la Flèche d'Or. Lancé le 13 septembre 1926, composé de luxueuses voitures Pullman, ce train reliait les gares de Paris-Nord et Londres-Victoria avec une correspondance par bateau en gare de Calais-Maritime. Avec une vitesse moyenne de 110 km/h, les deux capitales étaient reliées en 6 heures, grâce aux performances des puissantes locomotives Pacific Chaplon Nord 231 dans leur célèbre livret chocolat. C'est le Golden Arrow qui prenait la suite du trajet sur la partie britannique après une traversée en ferry à bord du célèbre Canterbury. Le service de la Flèche d'Or sera maintenu après l'électrification de la ligne Paris-Amiens en 1958 où ce sont des BB 16000 qui remplaçaient les Pacifiques avant un échange de locomotives en gare d'Amiens. Le samedi 11 janvier 1969, pour la dernière fois en service commercial, une Pacifique fut en charge de la Flèche d'Or avant d'être remplacée par des locomotives diesel. Il s'agissait même du dernier service commercial des Pacifiques en France. Le dernier train entre Paris et Londres circulera le 30 septembre 1972.
kilomètre 140, gare d'Ailly-sur-Somme. Après une légère rampe depuis Ailly-sur-Somme, passage en gare de Dreuil-les-Amiens, au kilomètre 137,4. Passage sous l'autoroute, A16, aussi appelée l'Européenne, qui relie la région parisienne à la Belgique via Abbeville, Boulogne et Calais. Sous ce pont, l'ancienne ligne à voie unique qui reliait Amiens-Saint-Roch à Frévent via Doulan, une cinquantaine de kilomètres au nord d'Amiens. Seul subsiste un tronçon de 10 km au départ de Saint-Roch pour des dessertes fret. À droite, la ligne que nous venons de franchir et qui se raccorde en gare de Saint-Roch. Freinage en vue d'une transition de vitesse. En effet, dans les livrets de ligne, la vitesse limite pour les trains de la catégorie MA100 sera de 80 km/h au passage de la prochaine gare.
Cette vitesse, qui n'est pas reprise sur le terrain, doit être connue du conducteur. La consultation des livrets de ligne fait partie de la préparation de mission, qui doit être effectuée à chaque début de journée. Kilomètre 132,6, gare de bifurcation de Saint-Roch. À droite, la ligne à double voie électrifiée en provenance de Rouen via Serqueux. Feu jaune clignotant sur le signal C10 implanté en bout de quai. Nous débutons le freinage. À gauche, le postin de la bifurcation de Saint-Roch, que nous saluons au passage. Culminant au-dessus des voies, à droite, l'église Saint-Honoré d'Amiens. Elle fut reconstruite après-guerre en 1961 dans un style art déco et ornée d'une statue de Notre-Dame de France. Avertissement fermé. Nous devons être en mesure de nous arrêter avant le prochain signal, implanté à distance réduite de cet avertissement. TIV à distance 60, qui nous concerne en temps normal, mais qui ne doit pas nous détourner de notre recherche du signal fermé. Il faudra cependant s'en souvenir en temps utile. Nous entrons à présent dans le tunnel de Longueville, long de 198 mètres. Nous adoptons une vitesse faible, compte tenu du manque de visibilité. Bien que des mirlitons annoncent les signaux à faible visibilité, il est préférable d'être prudent dans de telles circonstances. Pancarte GSMR. Précédemment, sur le canal 2, nous devons opérer un changement pour passer sur le canal 1. Ce signal est désormais ouvert à voie libre. Nous pouvons reprendre notre vitesse, sans oublier le TIV à distance 60 rencontré pendant la circulation sur avertissement. Et voici la pancarte Z, implantée avant le tunnel de la Porte de Paris, qui repère le début de la zone 60 pour la traversée de la gare d'Amiens.
Kilomètre 130,6. C'est avec 8 minutes de retard que nous entrons en gare d'Amiens sur la voie 2. Témoins du passé, les voies en tiroir de part et d'autre de la gare permettaient autrefois les échanges entre locomotives électriques et thermiques des trains Paris-Boulogne, assurés en rames corail et aujourd'hui remplacés par des rames Regiolis bimode. Reconstruite entre 1955 et 1958 par l'architecte Auguste Perret après les destructions des deux guerres mondiales, la gare d'Amiens se démarque par son architecture en béton armé, emblématique du style moderne et sobre de Perret. Avec 12 voies à quai dont 5 en impasse, elle est au cœur d'une étoile à 8 branches et accueille plus de 6 millions de voyageurs annuels. Vous aurez remarqué l'avertissement en bout de quai de la voie 2, mise en action du frein pneumatique. À droite, les voies en direction du dépôt. À gauche, dans le ballast, un rare TIV à 2 taux. Celui du bas concerne les trains EMA 80 et EMA 90. Celui du haut concerne toutes les autres catégories, dont la nôtre. À gauche, l'atelier de maintenance des rames TER Hauts-de-France. À droite, le souterrain permettant la rentrée au dépôt des trains en provenance des voies en impasse de la gare d'Amiens, sans cisailler les voies principales. Voie libre. Si vous avez été attentif à la signalisation, après la pancarte Z pour le début de la zone à 70, nous avons franchi la pancarte R et nous pouvons, à son dégagement, circuler à la vitesse de 80 km/h. Alors que cette rame TR2N file vers Lille, nouvel avertissement. Sur ce signal, bien que peu visible avec le soleil, 3 feux sont présentés à l'indicateur de direction, qui nous confirme que nous sommes dirigés vers Paris. Avec un seul feu, nous aurions pris la direction de Lille, Oulan via Tergnier.
longeons actuellement une des branches du triage de Longo. Conçu dès 1873 pour désengorger Amiens, ce site employait autrefois plus de 2000 cheminots. En grande partie abandonné aujourd'hui, il ne subsiste principalement que 2 faisceaux pour le garage des trains de marchandises. Le relais Rouen sur la branche Amiens-Lille et le relais Paris sur la branche Paris-Lille. Ce complexe abrite également un technicentre pour la maintenance des locomotives diesel. Cette rame Régio 2N, garée sur le faisceau dit Groupe Boulogne, est destinée à la future liaison Roissy-Picardie, dont les travaux sont toujours en cours, qui permettra à terme de faire circuler des trains entre Amiens et la gare de Roissy-TGV. La voie est à nouveau libre. Nous allons pouvoir essayer de prendre un peu d'élan avant d'affronter une longue rampe à la sortie de la gare de Longo. Malheureusement, ces signaux fermés ne nous facilitent pas la tâche. Si le rappel de ralentissement 30 avait été présenté sur ce signal, nous aurions été dirigés vers la ligne à voie unique en direction de Compiègne, via Montdidier. Kilomètre 125,9, gare de Longo. À gauche, avec sa belle façade en briques rouges, l'ancien bâtiment voyageurs fermé au public depuis 1994. Il a été remplacé par une gare plus moderne, à droite. À gauche, la voie en direction de Compiègne. À droite, le poste 1. Croisement avec ce Régiolis en provenance de Paris-Nord avant d'emprunter le saut de Mouton qui nous fera passer au-dessus des 2 voies de la ligne Paris-Lille. Cette pancarte Creil nous confirme une dernière fois notre direction.
Passage sous ce viaduc long de 600 mètres qui supporte l'autoroute A29 et permet de franchir les marais de l'Avre. C'est à pleine puissance que nous profitons de cette pente pour gagner le plus de vitesse possible en vue de la rampe de 40 km qui nous attend immédiatement après. Compte tenu de notre tonnage, il sera impossible de gagner un seul km/h une fois dans la rampe, ce qui ne nous aidera pas à rattraper notre retard qui s'élève maintenant à près de 15 minutes. Nous rejoignons donc la voie 2 de la ligne Lille-Paris en direction de Creil. À gauche, parallèle à nous, sur quelques centaines de mètres, la ligne en direction de Compiègne. Au dégagement de cette pancarte, kilomètre 122,8, la nouvelle vitesse limite sera de 100 km/h. Mais c'est à la vitesse de 60 que nous arriverons péniblement à gravir les 40 prochains kilomètres. C'est ici, en approche de la gare de Boves, au kilomètre 122, que se termine notre voyage. Merci à vous de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Je tiens à exprimer ma gratitude la plus sincère envers le CFTVA, chemin de fer touristique de la vallée de la Ha, pour leur aide et leur formidable travail de restauration du matériel historique. Merci également à l'AGECTA, dont la passion et l'engagement dans la sauvegarde des locomotives à vapeur sont une véritable source d'inspiration. Petit clin d'œil également au CFBS, chemin de fer de la baie de Somme, que nous avons croisé dans cette vidéo. Tous les liens vers leur site et page de soutien sont dans la description si vous souhaitez en savoir plus ou les aider à poursuivre leur mission, en particulier la restauration de cette couronne 18. Merci à tous et rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.